Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Il y a tout juste une heure, le NHC a classé le phénomène 94L en tempête tropicale baptisée Tammy. Elle se déplace actuellement en direction des Petites Antilles, mais sa trajectoire est encore incertaine. Pour en savoir plus sur ce qui nous attend, on fait le point météo avec Madame Cécile Marilus, responsable des prévisions Météo France, que nous avons au téléphone. Bonsoir, oui, Madame Marilus. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire à quoi est-ce qu'on va devoir s'attendre? Quelles sont les prévisions concernant donc la tempête tropicale qui a été baptisée très récemment Tammy? Alors, pour la Guadeloupe, selon le scénario le plus probable, on s'attend à des conditions cycloniques, avec tout d'abord une dégradation en termes de pluie qui pourra arriver dès demain matin. Demain progressivement, et puis on attend un premier passage pluvieux à la mi-journée, en fin de matinée, qui pourrait perdurer l'après-midi, mais le pic de l'activité, ce qu'il faut retenir, c'est le pic de l'activité pluvieuse est attendu plutôt dans la nuit de vendredi à samedi et en journée de samedi. En termes de vent, on est en vigilance cyclone, donc on s'attend quand même à avoir des vents moyens entre 70 et 90 km/h. Avec des rafales qui peuvent atteindre jusqu'à 110 km/h, voire plus sur le relief. Et côté mer, on a aussi une dégradation progressive à partir de demain, et plus particulièrement demain en fin de journée, avec une mer très mauvaise, très forte, avec des creux de 4 mètres à 4,50 mètres en Atlantique. Donc voilà, une dégradation progressive à partir de demain, un pic d'activité pluvieuse plutôt dans la nuit de vendredi à samedi et en journée de samedi. Et en termes de vent, dégradation progressive à partir de vendredi, et ensuite des choses qui restent à affiner puisqu'il y a encore un peu d'incertitude quand même sur la trajectoire. Très bien. Et vous nous confirmez donc que la Guadeloupe est passée en vigilance jaune? On est en vigilance jaune cyclone, voilà. Très bien. Nous vous remercions pour ces informations, et donc, comme toujours, soyez prudents sur la route et vigilance. Merci beaucoup, Madame Marilus. Merci à vous tous. De même que la défiscalisation qui a fait l'objet d'une réunion organisée hier par la CCI, la question de l'octroi de mer sera discutée au gouvernement, mais aussi d'ores et déjà en Guadeloupe. Jocelyn Sapoti, le président de l'Association des maires de Guadeloupe, convie les élus de la Guadeloupe à une conférence sur l'octroi de mer ce vendredi 20 octobre à la médiathèque du Lamentin. Ces propos recueillis par Olivier Félix. Nous invitons bien sûr vendredi les élus de la Guadeloupe, les maires, les conseillers municipaux, mais les Guadeloupéens qui se sentent aussi intéressés, pour échanger sur un sujet important qui va être débattu à Paris le 20 effectivement du mois de novembre, la première journée qui est la journée outre-mer du Congrès des maires. Et pour la première fois, nous allons préparer ce congrès-là en Guadeloupe et préparer nos interventions sur la question de l'octroi de mer. Donc le 20, on attend, le 20 octobre, donc vendredi qui arrive là, nous attendons nos invités, à Lamentin, à la médiathèque de Lamentin, où nous allons échanger sur la problématique de l'octroi de mer et du pouvoir d'agir local des collectivités. On aura des intervenants de qualité, donc on aura M. Fred Le Breton, qui est un historien, qui a écrit, qui a fait des recherches sur l'évolution de l'octroi de mer. On aura
une jeune Guadeloupéenne experte en la matière, puisque c'est une praticienne du droit, elle est avocate elle-même et spécialisée sur les questions de fiscalité de l'octroi de mer, et qui nous parlera bien sûr du fonctionnement de l'octroi de mer, de ses avantages, de ses inconvénients et surtout de ses impacts sur l'économie, pour la ménagère, mais aussi pour les entreprises. Et puis, nous aurons un cadre de la fonction publique territoriale, un ingénieur en chef, M. Korutos, qui est DGS à la CARL, et qui, lui, nous parlera du pouvoir des collectivités, du pouvoir d'agir des collectivités, des compétences des collectivités, les moyens des collectivités grâce à la fiscalité, notamment à l'octroi de mer. Le secteur pétrolier de Guadeloupe compte désormais un nouveau syndicat. Composé en partie d'anciens adhérents de l'UTPP-UGTG, le STPPG a vu le jour il y a maintenant 1 an. Ce matin, le syndicat des travailleurs des produits pétroliers de Guadeloupe s'est réuni à la Boucan Sainte-Rose. Avec ce nouveau syndicat, les travailleurs ont un objectif simple, porter haut et fort leurs revendications à venir et faire bouger les choses dans le secteur pétrolier. Un reportage signé Olivier Félix. C'était une demande fondamentale à les adhérents, puisqu'il n'y a pas de cas trouvé dans le passé. Donc, aujourd'hui, nous créons un syndicat effectivement indépendant et qui permet-nous d'asseoir nous à ces situations de personnel, à ces dossiers à eux. Et après dit que nous avons les résultats depuis le 16 août 2022, nous avons signé un paquet d'accords et nous allons continuer à négocier, pas plus qu'il y a encore une négociation. Et nous avons quelques jours de négociations à venir, donc nous allons travailler. Et nous avons des chantiers effectivement à venir, c'est des grands chantiers, en l'occurrence les NAO de branche, puisque ça, c'est fondamental. On y a aussi le problème des transporteurs où là les prix cassés par le biais de Total. Et on y a aussi un problème auto-entrepreneur qui est posé, où là, c'est les gérants qui ont décidé de mettre auto-entrepreneur dans toute station, de manière à ce qu'ils n'ont pas payé la convention, ils n'ont pas payé les charges sociales. Donc ça, nous pouvons arrêter tout ça, puisque nous fermons déterminés. C'est ni un manque, il faut nous faire pour nous défendre nous mieux, parce qu'en face, il est organisé. Et si nous avons senti que nous ne sommes pas bien organisés, nous ne pouvons pas fonctionner bien comme il faut. Et là nous satisfait. Et c'est pour ça que nous décidons de passer à l'offensif. Il va arriver à un wagon secteur là, puisque on a visé le préfet en avril. Il dit qu'il y a tous les moyens qu'effectivement les a ouverts. Nous, en octobre 2023, rien pour fait. Les gérants ont dit qu'il n'y a pas de moyens. Donc, nous sommes obligés effectivement de déclencher une zone de turbulence de manière à ce que nous fassions en nous. Il y a tant d'accords que nous avons signés dans différents stations-service, dans différents habitats de transport. Et je là, grand chantier, là, comme on a dit tout à l'heure, c'est convention collective là. Et nous confions, nous que taper résultat. Mais sont des autres qui mettent l'ordre. Il y a au moins 5 secteurs Saint-Martin où là les salariés contactent moi depuis. Et puis à partir du moment où nous créons la STPPG, nous faisons rentrer en secteur là, nous faisons rentrer en syndicat là. Là, nous avons négocié nous obtenons une cause à minima. Mais là, on a certains points qui ne sont pas respectés, donc nous sommes obligés à révéler la direction de manière à ce que nous fassions le point respecté, et nous semblons avec les camarades et nous bâtir le terrain. Et certains bruits qui ont été montés, comme quoi nous sommes contre qu'ils aient baissé l'essence. Nous ne pouvons jamais dire à ça. Au contraire, nous sommes d'accord qu'ils aient baissé l'essence. Mais là, ça a posé nous un problème. C'est que le total, il a venu tout seul. Il a dit qu'on a baissé l'essence de 20 centimes. Mais il reste en compagnie là. Alors que nous avons un prix qui est encadré. Ça veut dire que si nous te laissé Total faire ça, Total a pété là ça. Et nous avons la disparition à les pompistes. C'est ça, on ne peut pas comprendre. Si tout est fait en même temps, 20 centimes là ça, c'est ça nous proposer la préfecture avec l'État. Si Total veut, mais pourquoi pas les restants et compagnie faire baisser taille si nous sommes d'accord? Pour sa 12e conférence, l'association Interco Outre-mer a choisi la Guadeloupe pour se réunir autour d'un thème, l'intercommunalité, les valeurs, les projets, les réalisations. Présente du 16 au 20 octobre, la délégation Interco Outre-mer était en visite ce matin à la CANBT. Ils ont été accueillis à Déhay par Madame le maire pour échanger sur les problèmes rencontrés sur le territoire. Un reportage de Michel Depape. C'est une association qui a été créée en 2002. J'étais membre fondateur de cette association. C'est pour
parler des problèmes en commun des Outre-mer, en particulier les problèmes d'inondation, les problèmes de volcans, les problèmes de cyclones, les problèmes du retrait de côte avec les submersions marines et tout. Donc nous avons des points communs ensemble et c'est donc également de faire en sorte que nous puissions, vis-à-vis des pouvoirs publics au niveau parisien, de parler d'une seule et même voix, même si dans nos différents pays, nous avons des situations différentes. La délégation était présente dans le Nord-Bastère. Donc, Madame Piquion et Madame Galba ont proposé qu'ils viennent à DE pour que nous puissions parler du recul du trait de côte. Et donc, pour moi, ça a été un plaisir de les accueillir, de les rencontrer et puis de partager avec eux notre vision du territoire et surtout les actions que nous pourrions mener ensemble pour justement prendre en compte au niveau de l'outre-mer des problèmes d'érosion, d'effondrement de falaises, etc., qui minent nos littoraux. Les gens du Bourg ont compris, après le passage de Hugo et Valérie, que, en fait, il ne fallait pas trop habiter dans ces maisons. Donc, petit à petit, ces maisons ont été transformées en commerce. Donc, entre la nationale et la mer, les maisons qui sont là sont particulièrement occupées par des commerces. Qui sera le ou la plus rapide pour dégainer sa raclette et laver une vitre sans laisser de traces? Le premier concours de laveur de vitres de Guadeloupe a été organisé aujourd'hui par le centre de formation IGA Global Institute. Une première en Guadeloupe et pourtant les participants ont su tirer leur épingle du jeu. Apprentis, professionnels ou demandeurs d'emploi se sont affrontés pour le prix du meilleur laveur de vitres. Un reportage signé Charlie Dagonia. IGA Global Institute, centre de formation, met en place aujourd'hui une journée porte ouverte, accompagnée d'un job dating et aussi le plus beau de la manifestation d'aujourd'hui, c'est le premier concours de laveur de vitesse organisé aujourd'hui sur cette journée. Donc pour ça, nous accueillons en fait les élèves du lycée du Moule, les salariés, les demandeurs d'emploi et les travailleurs en situation de handicap. Le laveur de vitres, il doit pouvoir tirer les vitres sans laisser de traces. Alors, dans le cadre du concours, il devra mouiller entièrement la vitrerie sans laisser de partie sèche. Et ensuite, il devra racléter la vitre, encore une fois, sans laisser de coulure, mais dans un temps le plus court possible, on va dire. Pour moi, ça s'est bien passé. J'avoue que j'ai un peu stressé au début, mais je me suis dit que je suis capable d'y aller jusqu'au bout. J'ai fait l'effort possible. Ma vie, c'était 2 jours d'entraînement, mais quand même, je suis fière. J'ai réussi à faire la technique, bon, même s'il restait un peu d'absence d'eau. Mais je suis fière de moi, je ne suis pas déçue, c'est une belle expérience. On a plusieurs types de laveurs de vitres. On a des laveurs de vitres qui font juste des vitres de plein pied. On a les femmes de ménage aussi qui font la vitrerie normale, classique et tout, dans les bureaux, double porte. Et on a aussi des laveurs de vitres spécialisés qui font la vitrerie en hauteur, avec des moyens de levage et autres. Voilà. C'est un concours qui, au niveau du national, a de la cote. Et chez nous, ça n'avait jamais été réalisé. Donc, IGA Global Institute a voulu commencer en fait les concours métiers par ce concours de laveur de vitres qui a beaucoup de sollicitations. C'est un honneur en étant effectivement une des plus anciennes entreprises de propreté, c'était Pronet, qui a été créée le 13 juillet 1989, tout de suite avant Hugo. Il nous a permis de rentrer en situation réelle. Après Hugo, il y avait pas mal de nettoyage à faire. Et on a mécanisé effectivement le nettoyage, on a révolutionné le système de nettoyage en mettant des machines, des aspirateurs industriels et des monobrosses, des autolaveuses. Maintenant, toutes les maisons c'est des vitres, toutes les sociétés c'est des vitres. Maintenant, s'il y en a un truc à faire, c'est vraiment rentrer dans les vitres. Avis aux amateurs de bande dessinée et de manga, le festival caribéen Caribule vous ouvre ses portes pour une 12e édition. Du 20 au 22 octobre 2023, le Memorial Act accueillera des auteurs, réalisateurs et scénaristes guadeloupéens, mais pas que. Une conférence de presse s'est tenue ce matin pour présenter les nouveautés du festival et discuter de la dimension économique. Un reportage de Michel Depape.
Alors effectivement, nous sommes à la 12e édition qui se déroule du 20 au 22 octobre au Memorial Act de 9h à 19h. Dans cette manifestation, on va trouver des stands, on va trouver aussi des ateliers de BD, ateliers de manga, des animations aussi, des débats, ce qu'on appelle des meet-up avec des dessinateurs, avec un réalisateur aussi, donc ça c'est prévu entre vendredi et dimanche. Donc j'ai été invité par le Festival Caribou par rapport à mon dernier long métrage et aussi mon second qui s'appelle Opale et qui est un film d'animation de 1h25 qui parle de l'inceste et qui le présente sous forme de conte de fées. Je pense que l'animation, le public guadeloupéen, ça part apprendre parce que les moyens que j'utilise sont des moyens qui sont accessibles à tout le monde. Parce qu'en fait, je n'ai pas de gros financement, je ne suis pas financé par le CNC, je produis le film quasiment seul. La confection du film est faite seule. Ce sont des choses qui sont accessibles à tous les Guadeloupéens, si jamais on accepte de mettre le temps et de pratiquer. Donc c'est aussi pour montrer à tous les jeunes qu'il y a moyen de faire quelque chose avec les moyens qu'ils ont et de faire des choses qui sont grandes et qui sont admirées par le reste du monde. On m'a fait l'honneur de m'inviter, parce que c'est un honneur pour moi, pour présenter mon premier récit graphique comme scénariste de BD. En fait, au départ, moi dans la vie, je suis journaliste en presse écrite. Et comme je suis une grosse lectrice de BD et que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, j'ai eu envie de raconter. Au lieu de recueillir les témoignages des autres, j'ai eu envie de recueillir mon propre témoignage dans une bande dessinée. Parce que ma BD qui s'appelle Brazza sur scène, c'est l'histoire d'une fillette qui s'appelle Albertine, qui a 10 ans et qui vit dans une banlieue française, qui vient d'une famille d'origine congolaise, d'une famille nombreuse d'origine congolaise, ce qui est mon cas. Alors Brazza sur scène, on peut trouver cet ouvrage qui est sorti donc cette année en 2023, dans toutes les bonnes librairies ou directement sur le site de l'éditeur par exemple, qui s'appelle Toom Comics et qui a accepté de me faire confiance. De nous faire confiance parce qu'on est deux dans cette histoire. Moi je suis Victor Nsondé, mais je ne sais pas dessiner et le dessin a été fait par Petit Pouzet. Et c'est tous les deux notre premier projet. Et ici en Guadeloupe, les gens ils viennent d'ici et d'ailleurs aussi. Et je me dis que sa famille vient du Congo, mais en fait sa famille elle pourrait venir de Pointe-à-Pitre. Ça pourrait être Pointe-à-Pitre sur scène. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'elle raconte, c'est de la cuisine du Congo qu'elle mange. Mais à plein d'endroits, la cuisine du Congo elle ressemble à la cuisine de Guadeloupe. Je sais de quoi je parle parce que j'ai de la famille ici, moi. À la rencontre d'entrepreneurs passionnants et passionnés, le Café Papier vous invite chaque mois à découvrir le parcours inspirant de talents guadeloupéens. Hier soir, le lieu a accueilli le chef cuisinier et maître restaurateur Jimmy Bibrac et son épouse pour une soirée d'échange. Entrepreneurs ou simples curieux ont pu discuter, s'inspirer ou se motiver auprès du chef. Reportage. Nous sommes à la fin de la soirée d'un événement qui s'appelle In the Cube, qui est un événement axé sur l'entrepreneuriat au cours duquel je reçois un entrepreneur. Aujourd'hui, ils étaient deux, c'était un couple, Jimmy et Sandra Bibrac. Jimmy Bibrac, on ne le présente plus. Et Sandra, c'est son épouse. C'est la première fois, et j'en suis très fière, qu'elle participe à un entretien comme celui-là avec lui. Et on a parlé de leur parcours pendant presque 2 heures, de leurs difficultés, de leur réussite, de leur état d'esprit, de leur rencontre aussi. Donc, c'était un très beau moment, très enrichissant et puis inspirant pour ceux qui étaient avec nous. On est là tout simplement pour planter la graine, pour même ceux qui sont juste salariés, qui ont envie demain de créer leur entreprise. Et mon épouse et moi, on était là justement pour leur expliquer comment nous on a fait et qu'ils puissent prendre notre expérience pour eux-mêmes pouvoir faire la leur. In the Cube s'adresse, je dirais, au départ à des entrepreneurs, puisqu'en fait l'idée c'est de pouvoir écouter des parcours qui sont inspirants, qu'on soit porteur de projet ou déjà entrepreneur, mais en réalité on est à titre en tant qu'humain
entendre des parcours qui sont inspirants, entendre les valeurs des personnes, entendre ce qui sous-tend les réussites, ce qui permet de continuer. À la fois, ça renforce les liens entre nous, ça permet de se sentir moins seul, ça renforce notre écosystème local et ça, j'y tiens beaucoup parce que, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de mode d'emploi, on se débrouille un peu comme on peut et forcément d'avoir des exemples de ceux qui sont passés par là et puis de rencontrer certains autres parce que c'est une soirée aussi au cours de laquelle il y a beaucoup de réseautage qui se fait, et ça aide, ça donne des forces et c'est tout le sens également de ce lieu qui est le Café Papier. Je suis cuisinier dans un premier temps, donc j'ai envie de dire qu'effectivement on se rejoint sur certains points. Il a parlé de choses que je connais par rapport effectivement un petit peu à mon parcours. Et oui, je suis aussi entrepreneur, donc il y a effectivement aussi des choses que j'ai pu entendre de lui, donc qui rejoignent certaines situations que moi j'ai pu vivre. Et j'ai envie de dire que après il y a des choses aussi que j'ai comprises, puisque lui a une expérience beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup encore une fois et on entend des choses, oui, vraiment très intéressantes. Ça va permettre ensuite à d'autres entrepreneurs, à d'autres jeunes de pouvoir se lancer sans forcément avoir peur. J'espère qu'on a répondu à leurs questions et effacer certaines craintes qu'ils avaient. L'idée, c'est vraiment ça et je trouve que c'est une très très belle initiative que le Café Papier a pris pour pouvoir partager ce soir avec le plus grand nombre. Le mois d'octobre est déjà bien entamé, mais comme on dit, le combat continue. Donc nous sommes toujours dans le mois d'Octobre Rose et ce soir, à ce sujet, nous recevons Miranda Joga, donc une jeune femme combattante et combative qui va partager avec nous son histoire dans la lutte contre le cancer du sein. Bonsoir Miranda. Bonsoir. Bienvenue et je suis ravie donc de vous avoir ce soir avec nous sur le plateau de Canal 10. Merci. C'est un vrai plaisir que vous puissiez partager avec nous votre histoire. Donc déjà, on va revenir au moment où vous avez eu la nouvelle. Donc c'était en février 2021. Alors c'est ça. Effectivement, c'était le 12 février 2021. Donc c'était lors d'une consultation gynécologique. Et j'étais partie dans l'optique d'un projet bébé. Donc faire les démarches et tout. Et j'ai profité pour parler avec la gynéco justement d'une boule que j'avais au niveau du sein. Donc, elle m'a dit, qu'on fera étape par étape. Donc, la boule avant et on verra le projet bébé après. Et c'est lors d'une biopsie qu'on a découvert, en fait, que j'étais atteinte du cancer du sein, un cancer du sein hormonal. Donc, effectivement, moi, j'ai pas ça du tout dans ma famille. Donc, à 31 ans, on s'attend pas à ça, quoi. Donc, c'est un choc. Pour le coup, quand on vous annonce ça, comment est-ce que la nouvelle a été prise par la famille? Comment vous-même vous avez réagi à cette nouvelle? Sur le coup, j'ai pleuré, puisque comme je vous dis, on n'est pas préparé à ça. J'ai un garçon qui, dans le temps, qui avait 10 ans. Je venais de commencer une relation. Mes parents, je suis trop pour eux, hein, donc on se prépare pas à annoncer ça. Donc, une fois que l'annonce a été faite, j'ai pas eu autre choix que de me dire, il faut y aller, hein, on va foncer. Et puis, le train, il est parti et le protocole s'est mis en route. Donc, c'est là que le parcours de soins a commencé. Oui, et donc, vous-même aussi, de cette histoire, vous avez voulu en faire un livre. Vous avez eu envie de raconter votre histoire, votre combat dans un livre. Pourquoi avoir choisi la forme du livre plutôt qu'une autre? En fait, j'ai choisi le livre parce que, honnêtement, moi, j'ai pas accepté cette maladie. Jusqu'à 31 ans, comme je vous dis, on se prépare pas à ça. Donc, du coup, moi, c'était ma façon de faire ma thérapie. J'avais pas envie de voir les psychologues, j'avais pas envie de discuter avec personne. Donc, j'ai mis à l'écrit, en fait, tout ce que je pensais. Toutes mes émotions, toutes mes craintes, toutes mes peurs. Tout ce qui me passait par la tête, je l'ai retracé et j'ai décidé d'en faire un livre. Et j'espère que, peut-être pas qu'il soit vendu au niveau des librairies, mais au moins que ma famille, mes proches, ils puissent pouvoir le lire. Et aussi permettre de sensibiliser les jeunes, parce que mine de rien, le cancer du sein, il parle d'une certaine tranche d'âge, mais ils oublient en fait qu'au final, qu'il n'y a pas d'âge. Parce que techniquement, on me l'a découvert à 31 ans, mais j'avais la masse depuis que j'avais 24 ans. Donc ça aurait pu être plus tôt et il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées.
Effectivement. Donc oui, comme vous le dites, c'est important de sensibiliser des personnes qui ne sont pas de notre famille, un cercle plus large. Mais c'est vrai qu'au niveau de la famille, c'est une belle chose de pouvoir écrire un livre parce que je suppose que c'est difficile parfois d'exprimer ses émotions à sa famille. Et donc pour vous, le livre, c'était une façon un peu de faire votre thérapie pour vous, mais aussi pour votre famille. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez déjà parlé de ce projet de livre à votre famille ? J'ai parlé succinctement, je ne suis pas entrée dans les détails. Donc, il y a très peu de personnes qui l'ont déjà lu. Il y en a qui ont commencé et qui n'ont pas fini, puisque je pense que c'est un peu... Il y a de l'émotion dedans. Mais j'ai essayé d'être le plus ouverte. Il n'y a pas de sujet tabou. Je parle de tout. J'entame tous les sujets. Donc, voilà. Très bien alors. Eh bien, je vous remercie. Donc, j'espère que le plus grand nombre pourra lire votre livre. On a hâte de savoir quand il sera achevé et quand on pourra découvrir votre histoire. C'est vrai que les quelques minutes qu'on passe ici ne sont pas suffisantes pour parler de tout. Mais en tout cas, on espère que bientôt, vous pourrez nous partager votre histoire. Il n'y a pas de souci. Merci bien beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'être un jeune citoyen saintanais ? Cela s'apprend-il à l'école ou à la maison ? Pour accompagner les jeunes dans leur intégration dans la société et éviter les dérives, la ville de Sainte-Anne a présenté ce matin le guide du jeune citoyen saintanais. Un livret pédagogique élaboré dans le cadre de la prévention de la délinquance auquel les jeunes ont bien évidemment participé. Reportage. Nous constatons qu'il y a des dérives au sein de ces jeunes, au sein de l'école. Et nous, municipalité de Sainte-Anne, nous avons pris nos responsabilités pour mettre en place ce guide avec les différentes thématiques que nous avons émises dedans et qui permet précisément de communiquer pour que nos jeunes soient, je dirais, en phase avec la société. C'est un projet qu'on a présenté, que la ville a présenté au Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc nous avons tenu pour la réalisation à rassembler tous les professionnels concernés. Donc nous avons réuni, mis en place une équipe projet avec toutes les personnes concernées, de la préfecture, du milieu civil, des associations, de l'éducation nationale bien sûr. Pour contribuer à ce livret, on a parlé surtout des projets en soi, la piste cyclable, voilà, on avait commencé à voir le projet du jeune saintanais sur les notions de base et ce qu'on voulait apporter dans le livret. J'avais quitté la commission un peu après puisqu'il y avait eu le Covid. Mais en tout cas, on a pu regarder un petit peu comment ça allait s'organiser, comment ça allait se présenter. On a apporté quelques idées en plus sur ce qu'on voulait nous savoir en tant que jeunes. J'ai pu écouter, contribuer avec les autres lycéens de la commission qui a fait ce livret. Je les félicite énormément car c'est un livret très complet, très explicite. Ce livret va être distribué dans les écoles élémentaires, mais il sera pour les élèves de CM1 et CM2 dans un premier temps pour cette première édition. Mais il sera aussi diffusé en version numérique sur le site de la ville et il sera mis à disposition bien sûr de tous les professionnels, de tous les acteurs de la prévention qui souhaiteraient l'utiliser. Je demande que cette population, que ce soit parents, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, s'imprègnent de ce document, ce guide citoyen que nous avons mis en place et qui est unique au niveau de la Guadeloupe pour le moment. D'ailleurs, j'invite à mes collègues maires de mettre en place ce guide en place pour pouvoir nous accompagner et pour la société guadeloupéenne. O-News Radio sur outremernews.fr.